1, 2, 3, 4. Voici l'heure des Animaniacs. On a disjoncté un max. Joe, Beyblade. Joe, Beyblade. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Pourquoi tout ça n'arrive qu'à moi? Mais pourquoi tu fais semblant de zapper? C'est des images qu'on a montées nous. Ah bah oui, ça explique pourquoi il y a Sandy Valentino en tête des ventes. Enfin bref, salut tout le monde. Avant de commencer cette vidéo, on va faire un petit retour sur le hors-sujet précédent. Vous vous en souvenez, j'avais parlé de dessins animés pour filles, et notamment j'avais parlé de Magical Girl. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment finissait un dessin animé de Magical Girl? Moi non plus, mais pourtant je vais quand même vous en parler. On va parler notamment de Creamy, hein, vous vous en souvenez, les culottes, les extraterrestres, etc. Et bien dans le dernier épisode de la série, les extraterrestres, les mêmes qu'au début, reviennent donc pour reprendre les pouvoirs de Creamy, qui je rappelle n'était qu'en CDD de 1 an non renouvelable, hein, et ça en plein milieu de son concert devant des gens qui n'ont l'air absolument pas choqués par tous les trucs complètement hallucinants qui se passent autour d'eux. La chanteuse vient de s'envoler là. La chanteuse vient d'être désintégrée, non? Non, rien du tout, hein. La seule réaction des gens devant la désintégration de la chanteuse en direct et l'arrivée d'un vaisseau spatial alien, c'est de réclamer la chanson suivante. Bref, Creamy, elle est de retour sur le vaisseau et elle essaye de convaincre l'extraterrestre de la laisser finir sa dernière chanson. Celui-ci ne veut pas, mais... Est-ce que cette fille est une psychopathe, sérieux? Elle a essayé de le tuer la première fois qu'elle a vu, et là, elle réessaye de le tuer au bout de 2 minutes de conversation. Bon, bref, finalement, il accepte après cette tentative de meurtre, évidemment, et revoit la Creamy qui revient chanter sa chanson finale. Mon amour, je le connais, je le... Tiens, vous avez vu, il y a un vaisseau spatial. Et ainsi finit Creamy. Alors ça c'est un exemple de Magical Girl plutôt sympa. Maintenant j'ai un autre exemple, la fin de Gigi. Hein, aujourd'hui on a tendance à trouver que les dessins animés sont trop superficiels, peut-être qu'à l'époque ils l'étaient pas assez. すいません、ボール取ってください。オッケー。Allez, tous avec moi. Gigi, 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 oui c'est vrai, c'est bien fini. Sous le citone, il y a une petite fille. Il en reste que du hachis, c'est toi Gigi. Non, sans déconner, ce dessin animé passait le matin, juste avant d'aller à l'école. je te laisse imaginer comment après ça t'as le peps pour la journée. Piston, c'est l'heure d'aller à l'école. Fais attention en traversant la route. Alors cela dit, la série a continué quand même après cet épisode, hein, puisque Gigi se réincarne dans un bébé, après une espèce de montage sous acide complètement incompréhensible.
Tiens, regardez, je vous présente mes vrais parents, parce qu'en fait, vous êtes pas mes vrais parents. Mes vrais parents, c'est des sorciers d'un monde magique. Mais oui, rentrez, on va fumer des pétards tous ensemble. Bref, rien de mieux que la mort d'une Magical Girl pour commencer cette vidéo, parce que cette vidéo, elle est pour vous, les hommes, les vrais, les durs, ceux qui ont du poil, ceux qui en ont dans le pantalon, ceux qui ont le service 3 pièces, le zigouigoui, la bistouquette, le canon chargé. Bref, salut les mecs, cette vidéo, elle est pour vous. Cigarette? Ah non merci, j'ai arrêté. T'as tort, parce que c'est vachement bon. Bref, vous l'avez compris, après le spécial dessin animé pour filles, c'est l'heure du spécial dessin animé pour mecs. L'hentai? Non. Enfin bref, donc pour récapituler, il existe plusieurs grandes catégories de dessins animés. Alors il y a ceux pour filles, dont on a déjà parlé, il y a les dessins animés éducatifs, type Le Bus Magique ou Il était une fois la vie par exemple, qu'on verra une autre fois. Les dessins animés jeunesse, qui peuvent être regardés par n'importe qui, hein, la bande à Picsou, Inspecteur Gadget par exemple. C'est le plus grand boss de toute la ville, Picsou, Picsou. Et les dessins animés pour garçons, mais sachez cependant qu'il existe plusieurs types de dessins animés pour garçons. On a d'un côté le dessin animé japonais pour garçons, c'est-à-dire le shonen avec des sous-genres, hein, les dessins animés avec des combats, les dessins animés sportifs, les dessins animés avec des petites culottes, bref. Et on a le dessin animé pour garçons occidental, complètement différent, puisque là le but est souvent, et je dirais même exclusivement dans 99% des cas, de vendre un jouet, puisque ces séries ne sont faites que pour appuyer la vente d'un jouet. Ce système pour vendre des jouets, ça a toujours existé, hein, autant pour les dessins animés que pour les films, hein, comme par exemple avec les jouets Jurassic Park. Voilà, ça sert à rien de vous les montrer, mais comme je suis trop fier de les avoir, je vous les montre. Mais pour les dessins animés, c'était pas pareil, parce que pour les gens de ma génération, tu n'achetais un jouet que parce qu'il avait son propre dessin animé. Prenez le cas de Dino Riders, une série avec des dinosaures qui tirent des rayons laser. Tu le sens bien là, le concept fait par des commerciaux, franchement. Ou G.I. Joe par exemple, ça c'est la pure série américaine qui n'a aucun autre but que de vendre des jouets, hein. Je veux dire, sorti des beaux jouets qu'on te montre tout au long des épisodes, faut clairement pas s'attendre à avoir un scénario là-dedans. Devenir cosmonaute avec G.I. Joe. Cet aquarium devrait suffire. Ah oui, les sacs poubelles devraient apporter une protection satisfaisante. Attrape ça! Mais j'ai pensé que ce serait parfait pour te propulser une fois là-dedans. Oui, comme ça! Et c'est comme ça qu'on va dans l'espace. La prochaine fois, les enfants, avec un poumon en plastique, un pot de crème fraîche semi-épaisse et une VHS de Speed 2, nous voyagerons dans le temps! G.I. Joe. Cette série, je me souviens que j'arrivais pas à prendre le méchant au sérieux, mais je me souviens plus pourquoi. Formidable! C'est le moment de profiter de notre avantage! Attaquez! Tous azimuts! Anéantissez-les! Bataillon d'androïdes! En avant! Ok, je m'en souviens maintenant. Enfin bon, c'est vrai qu'à l'époque, G.I. Joe, cette série, c'était vraiment la série pour garçons, c'était l'incarnation de la série pour mecs. Quand tu regardais la série, tu te disais... Ouah, c'est super viril! Ça, c'est des vrais mecs! Alors que quand tu regardes les personnages avec un peu de recul, ben ça fait vraiment... Cuir moustache. Enfin bref, j'aurais bien plein de trucs à dire et de vannes à faire sur cette série. Non, attends, c'est imprudent. Mais tu sais bien qu'il faut toujours garder des réserves. Mais malheureusement, j'ai dépassé mon quota de blagues sur les gays pour cette année, donc finalement, à la place, on va parler de masques. Bon, donc alors masque, ça veut dire mobile, armor, strike, commande. Mais comme masque avec un C, ça voulait rien dire. Finalement, donc ils l'ont écrit avec un K. Ce qui fait qu'il y a une méga faute d'orthographe dans leur logo. Mais bon, c'est pas grave. Donc, masque, c'est quoi? Présentation. Bon, bienvenue au masque. On fait des néons, des lumières, hein, avec du tuning. Alors ça c'est Dédé, pilote le camion, le gaillard. Puis ça c'est Nono, il fait de la moto. Et moi je fais de la voiture, hein. D'accord, hein, puis Joe, le gamin aussi, là, il fait le robot, là. Un robot qui parle, mais je comprends pas. Et puis voilà, quoi, mais il y a le sono qui colle parce qu'avec le masque, bah, on n'entend rien, hein. Et plus sérieusement donc, Mask combat Venom, ce qui veut dire Vicious Evil Network of Mayhem, le vicieux diabolique réseau de Mayhem. Je pense que c'était les méchants.
L'épisode 1 de Masque commence donc par un météorite qui tombe sur Terre et qui est volé par des méchants. Mais alors la jeune journaliste, poursuivie par ces derniers qui pensaient l'avoir tué, se réveille alors dans la chambre du héros, Matt Tracker, qui décide de convoquer le Masque afin de retrouver la météorite. Sélectionne les agents de Masque les plus aptes à remplir cette mission. Et là, ce que vous allez voir, c'est la plus belle manière que j'ai jamais vue dans un dessin animé de gagner 1 minute par épisode, puisque ça revient absolument à chaque fois. Personnel sélectionné. Brad Turner, pilote de moto et d'hélicoptère, nom de code, Condor. Booz Sato, ingénieur spécialiste en mécanique, nom de code, Rhino. Alex Sector, expert en informatique et communication, responsable du réseau Rhino. Eh mais c'est quoi ces putains d'irresponsables là qui laissent tout tomber dès que leur montre sonne? David Michel, spécialiste en sauvetage et humanitaire, nom de code, Patapouf. Et puis, je veux dire, le mec il bosse avec eux tous les jours, il a vraiment besoin de se retaper leur CV à chaque fois? Enfin bon, bref. Donc après une petite réunion, un ascenseur complètement inutile et un habituel cliché de tapage de clavier sur des touches multicolores qui personnellement m'ont toujours fait rire dans n'importe quelle série. Je suis sous le vent. Non mais sérieusement, il tape quoi là? Bleu, bleu, jaune, bleu, bleu. Et les voilà partis pour arrêter les méchants. C'était facile, il leur suffit juste d'appuyer sur un gros bouton rose et ça file leur localisation exacte. Regardez, le voilà. C'est pratique pour le scénario. Évidemment, on a au passage l'indispensable élément relou de l'histoire, en la personne de Scott, qui va systématiquement, à chaque épisode, tenter d'accompagner l'équipe des Masques et les faire chier en se mettant à mort en danger. Et nous avons là le schéma classique de tous les épisodes de Masque. 1. Méchant, voler toujours quelque chose. 2. Scott fera forcément un truc idiot. 3. Respecter les clichés racistes. Par exemple, s'il y a un asiatique dans la série, il devra forcément s'exprimer par des trucs du genre. La chèvre au piquet provoque irrésistiblement l'appétit du tigre. Quoi? 4. Explosion! Boum, le laser! La voiture qui crache de feu, laser, achète la voiture, la moto, elle est trop cool! Et 5. Pensez à finir par un rire collectif idiot suivi d'une morale à la fin de l'épisode du genre. Viens ici, mon vieux. Viens me faire caresser. Attention Scott, tu connais ce chien? Oh non, pas du tout. Mais il a l'air vraiment gentil. Il faut faire attention, il pourrait te mordre, tu sais. N'oublie pas que lui non plus ne te connaît pas. Et ça alors qu'il a passé tout l'épisode à se faire tirer dessus à coups de missile. C'est vrai que Masque, c'est quand même une série qui a assez mal vieilli, je trouve, hein. Les personnages sont plats, les intrigues c'est toujours les mêmes, et le truc qui m'énervait, c'est que les mecs, ils ont beau être à des endroits complètement perdus sur la planète, Masque et Venom vont toujours se tomber dessus par hasard, à tel point qu'à un moment, ça devient vraiment franchement ridicule, quoi. Au feu rouge à Las Vegas... C'est Venom! Dans une fête foraine à la Nouvelle-Orléans... Venom. Au milieu de Tokyo... Venom. Ça va, ça devient un sketch à un moment, quoi. Venom. Venom. Donc, passons au deuxième type de dessin animé pour garçons, les shonen. Donc, des shonen, il y en a plein, des BZ, les Chevaliers de Zodiac, Nicky Larson, Fly, Olive et Tom, One Piece. Derrière, il y a toujours une notion d'atteindre un but ultime, que ce soit battre le méchant, devenir le meilleur dresseur de Pokémon, devenir le roi des pirates, peu importe, bref. Et il y a aussi, pas toujours, mais il y en a quand même, une notion de progression du héros, comme par exemple dans Overdrive, le mec à l'épisode 1 il s'est pas monté sur un vélo, et à l'épisode 26 il est maillot jaune du Tour de France. Voilà. Ou Olive et Tom, hein, avec le Japon qui finit champion du monde. Heureusement qu'ils ont les animés, les japonais, hein, parce que sinon ils gagneraient rien du tout, hein. De toute façon, comprenez que faire un shonen, c'est pas compliqué. Je veux dire, tu prends n'importe quel concept, je sais pas, nouer ses lacets, poster des lettres. Tiens, poster des lettres, un shonen sur la poste. Donc déjà, il faut un bon titre. Avec un opening facile à retenir. You got me! Aïe, de cela, lettre max. Ensuite, dans un beau shonen, il faut forcément un vieux maître, qui dit des phrases qui n'ont aucun sens. Le vent porte la beauté du courrier dans les fleurs de cerisier. Affranchis-toi du poids de ton âme et te lèchera le timbre de la vie. Quoi? Après, pour le reste, contentez-vous juste de remplir avec des random trucs piqués dans d'autres animés et ça passera très bien. Ne fais pas ça! Cette technique est interdite! Le colis n'est pas assuré! Ce colis ne passera jamais. La boîte aux lettres est trop petite. Il est complètement fou. Je vais venger la mort de mon père tué par un camion FedEx! Oh, fils!
Le shonen est par définition pour garçon, hein, puisque shonen ça veut dire adolescent de sexe masculin, mais on retrouve aussi parfois certains shoujo, c'est-à-dire des dessins animés pour filles, qui utilisent des codes du shonen. Sailor Moon, les écolières en mini-jupe, c'était pas les filles que ça attirait, c'était les mecs, hein. Et d'ailleurs, on retrouve aussi parfois des notions de shonen dans des trucs un peu plus exotiques, comme ça par exemple. Il s'agit du générique japonais de la série dont je vais vous parler, et vous l'aurez tous compris en voyant ces images, nous allons parler de théâtre, voilà. Donc, Laura ou la passion du théâtre, c'est justement un dessin animé censé être pour filles, mais qui utilise des codes de dessin animé pour mecs. Et ça vaut le coup d'œil, croyez-moi. Donc, c'est l'histoire de Laura, qui veut faire non pas du son longueur comme le laisse penser le générique, mais du théâtre, et si j'en parle, c'est que cette série va trop loin. Mime l'oiseau qui regagne sa cage. Oui, monsieur. On dirait vraiment qu'il y a un oiseau avec elle, c'est fantastique. L'oiseau vient de se poser sur son doigt, c'est comme si je le voyais, c'est extraordinaire. Oui, ça va trop loin, tous les personnages dans cette série sont complètement shootés à mort. Donc l'histoire, c'est une intro classique, elle travaille dans un restaurant, mais un jour, lors d'une livraison, elle tombe sur Chloé de Saint-Fiacre, que j'appellerai Madame Gros Plan sur mon œil parce que c'est moins cher à animer, et qui la prend dans son école de théâtre. Alors dans l'épisode suivant, on rentre de suite dans le vif du sujet, hein. Laura doit jouer le rôle de Bess dans la pièce des 4 filles du Dr March, mais il se trouve qu'elle doit jouer le rôle d'une fille malade, et qu'elle n'arrive pas bien à le faire. Et donc, puisque c'est un animé japonais, la meilleure solution, c'est toujours la plus simple. Je vais rester sous la pluie et je serai malade et je pourrai enfin être le personnage de Beth. Et voilà donc Laura dehors sous la pluie qui attend d'être malade à en crever jusqu'à se faire récupérer par le directeur d'une troupe de théâtre concurrente qui passait par là et qui a détecté sa... je ne sais pas, sa cosmo-énergie, on dirait. C'est quoi ce plan là? Enfin bref, donc il détecte sa cosmo-énergie et la voilà malade à en crever avec 41 de fièvre. Elle a une très forte fièvre. Mais on s'en fout qu'elle ait failli crever, on est au Japon, l'important c'est la pièce de théâtre. Cette fois, elle possède vraiment le personnage de Beth. Prochaine pièce de théâtre, on fait une adaptation sur scène de la mort de Gigi. Tu sais ce qu'il te reste à faire. C'est ce que j'aime dans cette série, c'est que tu rigoles tout le temps tellement que les personnages sont prêts à crever littéralement pour leur pièce à la con. À l'épisode 5, la directrice de la troupe de théâtre enferme Laura dans une cabane, sans eau ni nourriture, en plein hiver, avec une vitre cassée, pour la punir parce qu'elle ne joue pas assez bien un rôle. Je ne pense pas que ça soit légal. Et ensuite, Laura et Madame de Saint-Fiacre, qui est venue l'aider dans le froid à répéter alors qu'il y a le studio juste à côté pour le faire, restent pendant 5 jours et 5 nuits sans boire ni bouffer. Le 5e jour, le combat touchait à sa fin. Mais quel combat, bordel de merde, c'est du théâtre! De toute façon, c'est un animé japonais, quoi que tu fasses, le public il sera à fond. Non mais je sais pas, vous avez déjà vu des gens dans un théâtre comme ça? Ils sont tous très attentifs. Qu'est-ce qui se passe? Venez, on va regarder la lanterne magique. Regardez, elle s'est assise, c'est incroyable, comment est-ce qu'elle a fait? Non vraiment, moi je vous conseille de regarder cet animé juste pour des moments comme ça. Madame de Saint-Fiacre, parlez-moi du personnage de la princesse écarlate. Est-ce que vous croyez qu'un jour je serai capable d'interpréter un rôle aussi difficile et aussi complexe que celui-là? Laura, tu dois essayer de devenir un arbre. Allez, vite, essaie d'être un arbre. Oui. Laura, est-ce que tu as déjà vu un arbre qui bouge et qui crie? Psychopathe! Sérieusement, j'adore ce personnage de Madame de Saint-Fiacre, c'est une putain de psycho en puissance. Plus loin dans l'épisode, alors que Laura s'entraîne à boiter pour jouer le rôle d'une handicapée, qui c'est qui est là? Madame de Saint-Fiacre. Laura, comment crois-tu qu'il te soit possible de te déplacer avec une jambe paralysée? Je ne sais pas. Vous m'avez fait mal, madame. Vous l'avez fait exprès. Psychopathe!
Alors, mais pourtant, on est quand même très très loin du délire maximal sur la possibilité de l'exagération des shonen. Hein. Je vous avais montré dans le premier hors-série sur les dessins animés un très court extrait du Petit Chef. Alors revenons-y un peu. Pour rappel, le Petit Chef, c'est l'histoire d'un garçon nommé Thomas qui rêve de devenir cuisinier. Alors, vous vous rappelez de Colissimo no Desensu? Eh bien, le générique japonais, c'est presque ça. C'est violent la cuisine, hein, putain. Bref, dans l'épisode 1, Monsieur Gaspard Savoureux... Telle est son excellence, Gaspard Savoureux. Merci la VF. Critique culinaire donc va déjeuner dans le restaurant de Thomas, par hasard, après avoir pris un mauvais repas dans un grand restaurant de luxe. Et là, Thomas décide de l'impressionner en lui faisant un bon repas. Attrapez ça! L'auberge, nouvelle spécialité de croquettes de viande. Oui, au Japon, c'est comme ça qu'on vous donnera le menu. Mais attendez, là c'est rien, là, parce que Gaspard Savoureux va prendre... Gaspard Savoureux, comment tu veux faire une scène sérieuse avec un nom comme ça? Va mon enfant, aie confiance en moi. Après tout, ne suis-je pas Gaspard Savoureux? Bref, Gaspard Savoureux va prendre là le meilleur repas de sa vie. Oh. C'est incroyable. Qui a fait un plat qui déchire? Alors ça n'est rien, hein. Sérieusement, comparé au reste de la série, ça n'est rien du tout, il y a juste un peu de lumière. Suite à ce spectacle son et lumière, Gaspard Savoureux l'invite donc à le rencontrer dans ses bureaux, mais Thomas se perd et arrive par hasard dans le cours de cuisine de Mario, un cuisinier italien spécialisé dans les pâtes. Humilié par le petit chef qui a découvert l'incroyable secret de mesurer le temps de cuisson marqué au dos du paquet, Mario décide alors de défier Thomas en duel de pâtes. Pour lui prouver que c'est le meilleur. Hein. Mais enfin, Mario, vous ne trouvez pas que c'était un peu puéril de vouloir vous mesurer à cet enfant? Mais n'oubliez pas qu'il est italien, il n'est pas d'honneur. Bref, nous voilà partis pour un duel de... cartes. Attends, non, pardon, c'est juste un concours de cuisine ultra exagéré. Voilà, c'est ça. Et donc, on va assister au premier défilé de réactions totalement exagérées pour une simple cuisson de pâtes. Il est fou? Mais qu'est-ce qu'il fait? Imbécile, qu'est-ce qui t'a pris? C'est une erreur impardonnable d'avoir coupé les spaghettis. On ne pourra plus les enrouler autour de la fourchette. Mais tu as complètement perdu la tête. C'est de la folie, je t'en supplie, Son Goku. On s'en fout qu'il ait coupé ses pâtes, putain. Et attention, faut voir la réaction du jury quand il goûte le plat. C'est délicieux, c'est vraiment fantastique, c'est excellent, exquis, c'est extraordinaire. C'est la première fois de ma vie que je goûte à un plat pareil. La présentation est originale et le goût est tout à fait merveilleux. Qu'est-ce qui se passe dans cet animé? Sérieusement, on dirait que les mecs viennent de se prendre une attaque des Chevaliers du Zodiaque. Regardez. Yoga. En fait, le Petit Chef, c'est une série de combats, mais avec de la bouffe. Sans déconner, on y retrouve tous les codes d'une série de combats. Sérieusement, putain, vous avez déjà vu Ken le survivant faire des sushis? Moi oui, épisode 32. C'est parti. Non mais c'est génial, putain, chaque fois que tu te dis que ça peut pas aller plus loin, c'est encore mieux. Et puis attention, faut voir les réactions des gens quand ils goûtent la cuisine de Thomas, c'est limite si tu regardes pas la série que pour ça, tellement c'est n'importe quoi à chaque fois. Il y a la transformation en Super Saiyan. Oh, j'ai trouvé!
Attention, il va exploser! Je sais à quoi est due l'onctuosité de la sauce de tomate. Elle est due à la moutarde mélangée à une purée de carottes. C'est la catastrophe! Ce que je redoutais est arrivé! Ah, quelle dégagée! On pourra en avaler des fois sans jamais s'arrêter. Et cette saveur qui se dégage. Ça vous met l'eau à la bouche! Oui, ce sont des gens qui surfent sur des sushis. Ah oui, tout en félicitations! Bravo, Thomas! Bravo! Quel régal! Félicitations, jeune homme! Cette omelette a la légèreté d'un papillon qui s'envole. C'est vraiment un délice. Et puis elle est si moelleuse. Non mais ce mec il met de l'ecstasy dans ses plats, c'est pas possible, t'imagines si le moindre petit truc que tu bouffais te faisait faire un Yamasuru ya tsuya wa yubakatsi meno de tembreu